Ce jour-là, nous nous étions mutuellement souhaités de finir nos vies seuls, avec les mots les plus durs. Après l'université, il était parti pour le sud et moi pour la capitale. Nous nous étions jurés de ne plus jamais nous revoir. 7 ans plus tard, je suis revenue dans ma ville natale pour un rendez-vous arrangé. Au restaurant, j'ai soudain aperçu un petit garçon dont les traits ressemblaient étrangement à ceux de Sébastien. L'enfant s'est agrippé à ma jambe, me fixant longuement. Je me suis accroupie en souriant et j'ai demandé « Tu es le fils de qui, mon petit ?» Derrière moi, une voix familière a retenti « C'est mon fils ». Stupéfaite, je me suis retournée et j'ai vu Sébastien juste à l'entrée. Il portait un long manteau noir, ses cheveux sombres dissimulant à moitié son regard perçant. Comparé à 7 ans auparavant, il semblait beaucoup plus posé. L'homme avec qui j'avais rendez-vous a demandé « Vous vous connaissez ?» J'ai hoché la tête doucement « Oui, nous nous connaissons ». Il s'appelle Sébastien, mon premier amour, l'icône de l'université, celui qui s'asseyait à côté de moi, celui qui me suivait en silence après les cours pour me raccompagner, celui qui les jours de pluie me donnait son parapluie et rentrait en courant sous l'averse. Celui qui m'attendait devant la salle du conseil des étudiants pour me donner discrètement un bonbon après que je me sois fait réprimander pour avoir séché les cours pour un concert, celui qui après chaque victoire au basket au milieu des acclamations cherchait d'abord mon regard dans les gradins. Nous nous étions embrassés en secret dans les bois. Nous étions allés à des concerts ensemble et nous avions même voyagé dans les prairies pour regarder les étoiles pendant les vacances. Le jour de mes 20 ans, du haut du 56e étage d'un immeuble, il avait crié « Sébastien aimera Camille pour toujours ». Une jeunesse si impulsive, un amour si intense, comment aurais-je pu l'oublier si facilement ? Après notre rupture, j'avais imaginé d'innombrables fois nos retrouvailles, mais je n'aurais jamais cru que ce serait dans de telles circonstances. Devant moi, le petit garçon portait un polo blanc et un pantalon de sport. Son visage avait des airs de Sébastien, surtout ses lèvres fines et froides. En le regardant, j'avais l'impression de voir Sébastien enfant. La raison de notre rupture, je ne m'en souvenais plus très bien. Je me rappelais seulement que ce jour-là, nous avions utilisé les mots les plus cruels pour nous maudire à une vie de solitude avant de claquer chacun la porte de notre chambre. Le dos contre la porte, j'avais pleuré en silence pendant un long moment. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. Je suis retournée à la résidence universitaire, m'efforçant de couper tout lien avec lui. 3 mois plus tard, le jour de la remise des diplômes, une étudiante plus jeune lui a demandé avec enthousiasme de prendre une photo avec elle. À cet instant, il m'a regardée, mais j'ai immédiatement détourné les yeux, comme s'il n'y avait jamais rien eu entre nous. Ma colocataire a soupiré avec regret. « Vous vous séparez comme ça, n'est-ce pas dommage ?» Puis elle a ajouté « J'ai entendu dire que l'entreprise de Sébastien allait déménager dans le sud. Vous n'aurez probablement plus l'occasion de vous revoir. » Mon cœur s'est serré, mais j'ai fait mes bagages avec détermination pour partir vers la capitale, feignant que nous ne nous reverrions de toute notre vie. Aujourd'hui, je devrais peut-être m'estimer heureuse. Pour ce rendez-vous, ma mère m'avait tiré du lit tôt le matin et m'avait forcée à me maquiller avec soin. Maintenant, je portais un trench coat élégant des talons hauts et un maquillage raffiné qui me donnait l'allure d'une parfaite citadine. Au moins, je n'apparaissais pas négligée devant lui. Après tout, dans les romans, l'héroïne retrouve toujours son grand amour, le visage nu, mais je ne suis pas une héroïne de roman. Ça fait longtemps. Sa voix était toujours aussi calme, seules ses mains, aux jointures saillantes, trahissaient sa tension en se crispant. J'ai tenté de maîtriser mes émotions, ravalant l'amertume qui montait en moi, et j'ai souri légèrement. Ça fait longtemps. Il a jeté un regard à l'homme assis à côté de moi, un homme à lunettes au visage doux, probablement quelqu'un de raffiné. Puis il a haussé un sourcil, l'air entendu, un rendez-vous arrangé. J'ai acquiescé. Il a eu un petit rire fugace mais empreint d'amertume. Tendant la main vers le garçon, il a dit « Alors on ne va pas vous déranger ». Mais l'enfant s'est accroché à ma jambe, refusant de lâcher. Sébastien s'est figé une lueur d'hésitation dans le regard. Il ne pouvait pas le forcer. Il a juste plissé les yeux et m'a regardé. Ce n'est que lorsque le garçon a desserré son étreinte que j'ai pu laisser échapper un lent soupir. Les grands yeux ronds de l'enfant me fixaient avec une innocence touchante. Depuis son arrivée, il n'avait pas dit un mot. C'est seulement lorsque mon cavalier a mis de la nourriture dans mon assiette qu'il a discrètement tourné la tête, l'air distant. L'homme mal à l'aise a demandé à voix basse « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Mais le garçon s'est contenté de pincer les lèvres en silence. À cet instant, j'ai réalisé que son expression ressemblait étrangement à celle de Sébastien quand il est en colère. J'ai jeté un œil vers lui, son regard était glacial, son visage impassible. Pour briser l'atmosphère pesante, j'ai souri et dit « Cet enfant vous ressemble beaucoup ». Sébastien a levé les yeux, son regard profond, me fixant intensément, il a les yeux de sa mère. Mon cœur a eu un pincement. J'ai vite évité son regard. Il devait être très heureux maintenant. Il s'avérait que j'étais la seule à avoir été seule toutes ces années. Je n'ai rien ajouté, j'ai juste fait un signe de tête au garçon et je me suis rassise pour manger en silence. L'homme en face de moi, voyant cela, s'est empressé de me servir à nouveau avec un ton prévenant « Vous n'avez presque rien mangé ». À côté, Sébastien a laissé échapper un petit rire sec. En partant, il a juste dit « Léo, on y va. Ne dérangeons pas madame pendant son rendez-vous ».
Ma main a tremblé. Un été, à mes 20 ans, en rentrant d'un rendez-vous avec Sébastien, nous avions croisé une famille de 3 personnes dînant ensemble. Il s'était alors tourné vers moi, le regard plein de tendresse. Camille, plus tard, notre enfant s'appellera Léo, d'accord. Il s'en souvenait encore. Sébastien est parti me laissant là, essayant de retrouver mon calme. Mon cavalier a hésité un moment, puis m'a posé quelques questions. Au début, je ne voulais pas répondre, mais face à sa curiosité insistante, j'ai simplement répondu d'un ton froid, c'est mon ex. L'homme s'est figé, puis a éclaté d'un rire forcé. Ah, et il a déjà un enfant. Puis comme pour détendre l'atmosphère, il a vite ajouté. Mais ce n'est pas grave, nous aussi, une fois mariés, on pourra vite en avoir. Il a continué avec un ton presque apitoyé. Ta mère m'a dit que tu avais lancé ta carrière seule dans la capitale, ça a dû être difficile, non? Reste ici maintenant. Je suis professeur, mon salaire est stable, je peux subvenir aux besoins de toute la famille. Il a souri comme s'il dessinait un avenir parfait. À ce moment-là, tu n'auras qu'à t'occuper de la maison et des enfants et prendre soin de tes parents. Je n'ai pas répondu, mon esprit soudainement vide. Il a continué son monologue sur l'homme qui gère les affaires extérieures et la femme qui s'occupe du foyer. J'ai bu une gorgée d'eau en silence, puis j'ai prétexté avoir quelque chose à faire pour me lever et partir. Avant de partir, il a jeté un œil à l'addition et a souri gêné. Et si on partageait, ce n'est pas que je sois radin, c'est juste que notre relation n'est pas encore officielle, n'est-ce pas? Le jeune serveur apparut stupéfait, me regardant avec des yeux écarquillés. En entendant les mots de l'homme, son regard s'est immédiatement teinté de mépris. J'ai souri légèrement en prenant l'addition de ses mains. Ce n'est pas la peine, je paye. Une centaine d'euros, ce n'était pas grand-chose pour moi, et je n'avais aucune envie d'échanger nos numéros pour devoir rester en contact. Sans la chute de ma mère dans les escaliers qui l'a blessée à la jambe et sans le harcèlement de mon patron qui m'a poussé à démissionner sur un coup de tête pour rentrer, je ne serais probablement jamais revenue ici et encore moins allée à ce rendez-vous arrangé par ma mère. En rentrant à la maison, ma mère m'a demandé avec impatience comment s'était passé le rendez-vous. J'ai enfilé des vêtements d'intérieur et en la voyant s'appuyer sur sa canne, j'ai répondu impuissante: ça ne marchera pas, maman. Ne me force plus. Il est plus petit que moi quand je suis en talons. Ma mère a marmonné d'un ton plein de reproches. Qui te force? Mais tu as 27 ans et tu es toujours seule. Comment veux-tu que je sois tranquille te sachant seule dans la capitale? Elle a continué. Alain n'est peut-être pas très grand, mais il vient d'une bonne famille, il est professeur de maths, il a une maison et une voiture. Il y en a beaucoup qui le voudraient. Et puis il n'est pas si petit que ça. Ma mère m'a regardée exaspérée. Celui-ci ne te plaît pas, celui-là non plus. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Allongée dans ma chambre, écoutant ma mère se plaindre derrière la porte, l'image de Sébastien m'est soudainement apparue. Puis je me suis moquée de moi-même. Camille, à quoi tu penses? Vous vous êtes séparés depuis longtemps, il est marié et il a un enfant. J'ai tiré la couverture sur moi et j'ai fermé les yeux. Autant dormir. Le rythme de vie à la campagne était lent. Le médecin a dit que la blessure de ma mère guérirait en un mois de repos à la maison. Je me suis dit que c'était l'occasion de m'offrir de longues vacances pour compenser toutes ces années de travail acharné dans la capitale. Pendant 2 jours à part manger, je n'ai fait que dormir. Le lundi matin, ma mère n'en pouvant plus a ouvert les rideaux et m'a réveillée. Arrête de dormir comme ça. Hier, ton père a dit que tu avais dormi 20 heures sur le canapé, on n'arrivait pas à te réveiller, on a cru que tu ne te réveillerais jamais. Debout, appuyée sur sa canne, elle m'a regardé d'un air sérieux. Aujourd'hui, c'est lundi, j'ai parlé au directeur. Tu vas me remplacer à l'école pendant 1 mois. Lève-toi, habille-toi et va te présenter à l'école. J'allais protester, mais Monsieur Durand, une vieille connaissance de l'école, m'a appelé juste à ce moment-là. Bah, t'es Camille, tu as fait de longues études. Ta mère est la professeure principale, elle s'arrête 1 mois de façon imprévue, je ne trouve vraiment personne pour la remplacer. Monsieur Durand était le directeur de l'école et un vieil ami de ma mère. Quand j'étais petite, sa femme n'ayant pas de fille, m'achetait souvent des robes et des chaussures de princesse. En entendant son ton pressant, je n'ai pas pu refuser et j'ai accepté. Debout sur l'estrade, je n'ai pu m'empêcher de sourire en voyant les enfants en bas, tous les yeux grands ouverts, les mains sur la bouche, absolument adorables. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'au premier rang, ce petit garçon était là lui aussi. J'ai regardé son cahier, son écriture était encore malhabile, mais le nom écrit dessus m'a surprise Léo. Un très joli nom. Après le cours, alors que les autres enfants chuchotaient entre eux, Léo était particulièrement silencieux. J'ai trouvé ça un peu étrange. Pourquoi cet enfant ne parlait-il jamais? Pour vérifier, j'ai délibérément demandé au garçon de se lever pour répondre à une question simple. Il s'est levé, m'a regardé en silence, mais n'a pas dit un mot. À ce moment, la cloche de la récréation a sonné. Les enfants se sont précipités vers l'estrade en gazouillant « Maîtresse Camille, vous êtes trop belle. Maîtresse, quand je serai grand, je pourrai être aussi beau que vous. Maîtresse Camille, vous resterez ici pour toujours. » J'ai ri répondant doucement à chaque question. Après le travail, j'ai interrogé ma mère sur l'état de Léo. Elle a soupiré. Ce petit souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Fais attention à lui, occupe-t'en un peu plus. J'ai hoché la tête. Dès lors, après chaque cours, je prenais l'initiative de discuter avec Léo, l'encourageant à parler davantage. Il a commencé à faire des progrès, répondant aux questions en classe. Sa voix était encore faible, mais c'était au moins un bon début.
Tout s'est bien passé jusqu'à 15 jours plus tard. Un après-midi, une petite fille avec une queue de cheval a couru dans mon bureau en criant « Maîtresse, maîtresse Camille, Léo se bat avec le petit Martin ». Je me suis précipitée. Les deux enfants avaient des vêtements sales. Martin était même maintenu au sol par Léo avec un bleu sur le visage. Mon cœur s'est serré. J'ai vite séparé les deux garçons et je les ai emmenés à l'infirmerie pour soigner leurs blessures. Une fois les pansements faits, je les ai ramenés au bureau, mais peu importe comment je les interrogeais, aucun ne voulait dire pourquoi ils s'étaient battus. N'ayant pas le choix, j'ai dû appeler leurs parents respectifs. Les parents de Martin, en apprenant que leur fils s'était fait frapper, sont entrés dans une colère non noire et ont annoncé qu'ils arrivaient immédiatement à l'école. J'ai regardé la fiche de Léo Contact du tuteur Sébastien. La section sur la mère était vide, je n'avais d'autre choix que de l'appeler. À l'autre bout du fil, il semblait être en réunion, des voix claires se faisaient entendre, mais dès qu'il a répondu, tout est devenu silencieux. J'ai regardé Léo en face de moi, il avait aussi quelques égratignures sur le visage. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix calme. « Allô, suis-je bien avec le parent de Léo? Je suis son enseignante remplaçante Camille. Aujourd'hui, il a eu un conflit avec un camarade de classe et une bagarre à l'éclater. Si possible, pourriez-vous venir à l'école ?» Il y eut un long silence, si long que je pensais qu'il n'allait pas répondre. Puis sa voix a retenti brève et décisive « J'arrive ». Quand Sébastien est arrivé, les parents de Martin étaient déjà là. En voyant le bleu sur le visage de leur fils, ils étaient furieux, prêts à exploser. Le père de Martin, voyant l'échymose, s'est mis en colère et a immédiatement pointé du doigt Léo en criant. J'ai froncé les sourcils et suis intervenue. Je comprends votre peine, mais avant de savoir ce qui s'est passé, je vous prie de ne pas blâmer l'enfant si vite. Pour les problèmes entre enfants, les adultes ne peuvent que jouer le rôle de médiateur. Si vous avez quelque chose à discuter, vous pouvez en parler avec le tuteur de l'enfant. En m'entendant, son regard furieux s'est adouci et il a retiré sa main embarrassée. Je me suis assise et j'ai demandé doucement à Martin « Pourquoi t'es-tu battu avec ton ami ?» Le garçon a baissé la tête, évitant mon regard, cachant manifestement quelque chose. N'ayant pas le choix, je me suis tournée vers Léo. Il est resté silencieux un moment, puis a pincé les lèvres et a répondu à voix basse. Il a dit que je n'avais pas de maman. Juste au moment où il finissait sa phrase, Sébastien entrait. En entendant cela, son regard s'est assombri légèrement mécontent. Le père de Martin a immédiatement donné une tape sur la tête de son fils en le grondant « Comment peux-tu dire à ton ami qu'il n'a pas de mère ?» Il s'est tourné vers moi s'inclinant. « Je suis désolée maîtresse, vraiment désolée. C'est sûrement la faute de mon fils, il mérite d'être puni. Excusez-nous, il n'y a plus de problème. » Il a regardé son fils. « Tu ne t'excuses pas auprès de ton ami ?» Martin a jeté un regard furtif à Léo, puis a murmuré « Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ça. » Une fois la situation éclaircie, le problème a été plus facile à résoudre. Le père de Martin s'est tourné vers Sébastien pour s'excuser sincèrement, mais ce dernier n'a eu aucune réaction, restant là impassible. Sentant l'atmosphère un peu gênante, le père de Martin n'est pas resté longtemps et est vite parti avec son fils. À ce moment-là, la cour de l'école était déserte, les élèves étaient tous partis depuis longtemps. Dans le bureau, il ne restait que moi, Sébastien et Léo. Je lui ai expliqué brièvement la situation, mais il est resté là à me regarder sans intention de partir. Au mur, l'horloge des professeurs continuait de faire tic-tac. Le temps passait en silence et l'atmosphère dans la pièce me mettait mal à l'aise. Finalement, je n'ai pu que faire un signe de la main à Léo et sortir la première du bureau. En arrivant à la porte, je suis tombée par hasard sur l'homme avec qui j'avais eu mon rendez-vous arrangé. En me voyant, il s'est immédiatement approché, discutant joyeusement. Sébastien, tenant Léo par la main, nous suivait en silence. L'homme continuait de m'inviter avec enthousiasme. « Tu es libre aujourd'hui, viens voir l'appartement que je viens d'acheter. » Il a poursuivi son monologue. « C'est ma famille qui a tout payé, tu n'auras qu'à t'occuper de la décoration, comme ça tu auras un toit non, et si ta famille est contribuée pour une belle voiture, on aurait une maison et une voiture, la vie ne serait-elle pas parfaite ?» J'ai été stupéfaite un instant. Il s'avérait que la maison n'avait rien à voir avec moi, mais je devais payer pour la rénover et même fournir une voiture pour compléter son tableau parfait de la famille. Il était vraiment très calculateur. Je n'ai rien dit, gardant le silence, car après tout, nous étions encore collègues. J'ai décidé de l'éviter autant que possible ce mois-ci. Mais à ce moment précis, un petit rire clair et plein de sous-entendus a retenti derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. L'homme est devenu tout rouge et en croisant le regard glacial et l'aura intimidante de Sébastien, il a ravalé les mots qu'il s'apprêtait à dire. Avant de partir, il a juste laissé échapper « Maîtresse Camille, réfléchissez-y, j'attends votre réponse. » Vous avez fini ? Avant que je puisse réagir, il était déjà parti rapidement. J'ai froncé les sourcils et me suis dirigée silencieusement vers le parking, pensant que je devrais trouver une occasion de clarifier les choses avec lui. De toute façon, je n'éprouvais absolument rien pour lui. Au moment où je m'apprêtais à ouvrir la portière de ma voiture, une main a soudainement saisi mon poignet. J'ai sursauté et levé la tête, le regard plein de surprise. Sébastien a également paru surpris, comme s'il ne réalisait qu'à cet instant son geste. Il a rapidement lâché ma main, mais sa voix est restée aussi froide. « Maîtresse Camille, j'ai quelque chose à vous dire concernant Léo. Si vous avez le temps, pourrions-nous discuter un peu à propos de sa condition ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai finalement accepté.
Nous nous sommes rendus en voiture dans un café. Sébastien s'est assis, les longues jambes croisées, son visage toujours aussi impassible. Son regard n'était pas tourné vers moi, mais vers l'aire de jeu pour enfants où Léo jouait tranquillement seul. Un moment plus tard, il a pris la parole d'une voix calme. Maîtresse Camille, vous savez sans doute que Léo est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. J'ai acquiescé. Il a continué. Sa mère est décédée juste après sa naissance. Le médecin dit que la cause principale de son autisme vient de là. Il a un immense besoin d'amour maternel. J'ai légèrement froncé les sourcils, un sentiment étrange m'envahissant. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait tout ça. J'ai simplement suivi le fil de la conversation et répondu « Alors vous pourriez lui trouver une mère ». Sébastien a eu un petit rire froid. C'est exact. C'est justement pour ça que je suis en train d'en discuter avec vous, n'est-ce pas? Voyant mon air déconcerté, il s'est penché un peu en avant, son regard profond, planté dans le mien. Camille, j'ai besoin d'une femme. Voudrais-tu essayer? J'étais abasourdie, fixant son visage si proche du mien. Par instinct, j'ai légèrement reculé la tête pour l'éviter. Au moment où j'allais refuser, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Camille, je ne t'avais pas dit d'essayer de mieux connaître Alain. Pourquoi sa mère m'appelle-t-elle pour se plaindre que tu ne prends pas son fils au sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? J'ai senti un mal de tête poindre. Jetant un regard à Sébastien en face de moi, j'ai répondu à voix basse, c'est exactement ce que ça veut dire, maman. Mais ma mère a continué de se plaindre, il a une si bonne situation et il ne te plaît pas. Tu comptes rester seule toute ta vie. Si vraiment il ne te plaît pas, je t'en présenterai d'autres. J'ai d'autres candidats en réserve. En entendant cela, j'ai été prise de panique. Je ne voulais vraiment plus de rendez-vous arrangés. N'ayant pas le choix, j'ai serré les dents et j'ai menti. J'ai un petit ami, maman, n'organise plus rien pour moi. Sur ce, sans attendre sa réaction, j'ai raccroché. Sébastien a haussé un sourcil, une lueur indéchiffrable dans le regard. Avant que l'état de Léo ne s'améliore, je te verserai une somme conséquente chaque année comme compensation. Alors tu me veux? Je ne l'ai pas laissé finir sa phrase et l'ai interrompu. Vous voulez dire, un mariage blanc, c'est ça. Il a souri légèrement et a hoché la tête. C'est un mariage blanc, oui, mais Léo est bien trop intelligent pour être dupé, alors il nous faudra un vrai certificat de mariage. Avant même d'avoir pu réagir, je me suis retrouvée devant la mairie. En sortant, j'étais encore abasourdie, tenant le certificat de mariage dans ma main, que Sébastien m'a aussitôt repris. Il faut le montrer à Léo ce soir. Ensuite, il m'a même ramenée chez moi. Ma mère, en le voyant, l'a immédiatement fait entrer pour l'interroger sur sa famille, son travail, sa vie. Finalement, en mentionnant Léo, Sébastien a jeté un regard vers moi, un regard profond et indéchiffrable. Il a dit calmement « C'est le fils de ma sœur. Avant de mourir, elle m'a demandé de prendre soin de lui. » Ma mère, étant enseignante depuis de nombreuses années, a ressenti encore plus de sympathie pour lui en entendant cette histoire. Finalement, n'en pouvant plus de cet interrogatoire, je l'ai pressé de sortir. Ma mère a alors compris mon intention et a aussitôt insisté « Oui, oui, dépêche-toi de faire tes bagages et d'y aller. » Je me suis retrouvée devant la porte qui venait de se refermer, regardant mes bagages, jetés dehors à côté de Sébastien, qui me regardait avec un sourire amusé. Il a dit lentement « Camille rentre à la maison avec moi ». Voyant mon hésitation, il a ajouté « Ne te méprends pas, c'est juste pour que tu puisses mieux t'occuper de Léo ». Je me suis souvenue de la carte noire qu'il m'avait donnée en sortant de la mairie, comprenant que je n'avais plus d'autre choix. Je l'ai suivi en silence jusqu'à sa maison. Sa villa était située en plein centre-ville. Il semblait y passer très peu de temps, la grande maison était vide et froide. À part une chambre pour le personnel au rez-de-chaussée, seules 2 chambres à l'étage étaient entretenues. N'ayant pas le choix, il n'a pu que me céder sa chambre et aller dormir dans celle de Léo. Allongé sur le lit, je sentais son parfum frais et familier encore imprégné sur les draps. Ce parfum que j'avais senti d'innombrables fois lors de ces nuits où il me serrait dans ses bras, me murmurant à l'oreille qu'il m'aimait. Mais tout cela n'était plus que du passé. Le lendemain matin, quand je suis descendue, le père et le fils étaient déjà à table. Sébastien ne m'a pas regardé absorbé par son magazine, mais je ne sais pas ce qu'il avait dit à Léo pour que le petit ait l'air si joyeux. En me voyant, le garçon a prudemment articulé « maman ». J'ai été un peu surprise. Sébastien a immédiatement posé son magazine et a regardé son fils d'un air froid « ne dis pas n'importe quoi ». Léo a jeté un regard vers moi, la joie dans ses yeux s'éteignant aussitôt. J'ai regardé Sébastien, une colère inexplicable montant en moi. Pourquoi c'est lui qui m'avait demandé d'être la mère de son fils et maintenant il lui interdisait de m'appeler ainsi? Mais je savais qu'entre nous, il ne s'agissait que d'un contrat. Quoi qu'il en soit, l'enfant était son fils, de quel droit pouvais-je protester? Cette pensée a tourné en boucle dans ma tête jusqu'à ce que nous montions en voiture. Pendant tout le trajet, je n'ai pas parlé à Sébastien et il n'a pas non plus engagé la conversation. Puis il a soudainement froncé les sourcils et a dit d'une voix calme « Tu es jeune, je ne suis pas sûre que tu veuilles vraiment que ce garçon t'appelle maman. » J'ai regardé par la fenêtre en silence, hochant vaguement la tête. Il n'a rien ajouté, se contentant d'un petit rire froid. J'espère que maîtresse Camille saura jouer son rôle de mère. Et n'oubliez pas, une fois le contrat commencé, à moins que je ne sois d'accord, vous ne pouvez pas y mettre fin unilatéralement. Son regard s'est assombri et il a dit lentement « Camille, cette fois, je ne te laisserai pas partir aussi facilement que la dernière fois. » J'ai pincé les lèvres, le cœur tremblant, sans savoir quoi répondre.
Cet après-midi-là, après l'école, j'ai emmené Léo à la petite épicerie devant l'école. Chacun une sucette à la main, nous attendions en silence que Sébastien vienne nous chercher. La villa était assez loin et prendre un taxi n'était pas pratique, alors je n'avais pas d'autre choix que d'attendre. Mais après un long moment, il n'était toujours pas là. À la place, je suis tombée sur Alain, l'homme de mon rendez-vous arrangé. En me voyant, il s'est immédiatement approché en souriant. Maîtresse Camille, vous n'êtes pas encore rentrée à propos de ce que je vous ai demandé de considérer hier. Quelle est votre décision? Je l'ai rapidement interrompu d'une voix calme mais ferme. Désolé, monsieur Alain, nous ne sommes vraiment pas compatibles et je suis mariée. Au début, je voulais juste mettre fin rapidement à la conversation, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il éclate de rire d'un ton plein de sarcasme. Déjà mariée, si vite, maîtresse Camille, même pour me refuser, vous n'avez pas besoin d'être aussi expéditive. Il a croisé les bras, l'air sûr de lui. Vous êtes très belle, mais ma situation n'est pas mauvaise non plus. Si vous êtes vraiment mariée, alors pouvez-vous me dire qui est votre mari? À ce moment précis, une voix grave a retenti derrière moi, c'est moi. Je me suis retournée. Sébastien était là, je ne sais depuis quand, le visage froid, le regard perçant. Alain a ricané, me regardant avec mépris. Maîtresse Camille, je ne m'attendais pas à ce que vous choisissiez un homme divorcé avec un enfant. Tôt ou tard, vous le regretterez. Sébastien n'a pas daigné répondre à sa provocation. Il s'est avancé le visage impassible et arrivé devant Alain, il a soudainement levé la jambe et lui a donné un coup de pied sec sans la moindre hésitation. Sa voix était grave mais tranchante. Dégage. Sébastien nous a emmenés, Léo et moi, à un parc d'attractions. J'ai tenu la main du petit garçon, participant à toutes sortes de jeux, pendant que lui se tenait à l'écart, nous observant, jetant parfois un coup d'œil dans notre direction. Au retour à peine monté en voiture, Léo était si fatigué qu'il s'est endormi. Appuyé sur le siège passager, je regardais silencieusement la route défiler devant moi. Peu de temps après, j'ai senti le sommeil me gagner. Dans un demi-sommeil, j'ai senti quelqu'un écarter doucement une mèche de cheveux de ma joue. Une voix grave a murmuré « Camille, au cours de ces 7 dernières années, as-tu pensé à moi une seule fois ?» Il m'a semblé entendre un léger rire, puis dans un moment de flou, quelqu'un m'a doucement mordu le cou, sa voix pleine de malice « Tu as pensé à moi, toi qui as insisté pour rompre il y a 7 ans ?» La fois suivante où je me suis réveillée, Léo et moi étions dans un lit confortable dans la cabine de première classe d'un avion. Sébastien s'était assis à côté, me regardant d'un œil calme. « J'ai une urgence au bureau, je dois vous emmener tous les deux à Port-Royal. » Voyant le doute dans mes yeux, il a continué d'expliquer « Ne t'inquiète pas, la jambe de ta mère est guérie, elle peut retourner enseigner. J'ai aussi prévenu l'école que tu irais à Port-Royal et les formalités de transfert de Léo sont également terminées. » J'ai été surprise un instant. Je me suis souvenu que lors de notre rupture, son entreprise était déjà d'une certaine taille. 7 ans s'étaient écoulés, sa carrière avait dû prendre encore plus d'ampleur au point que la succursale dans ma ville natale n'était qu'une petite filiale. J'ai hoché doucement la tête. De toute façon, j'étais au chômage peu importe où j'allais. Utiliser ce salaire pour emmener Léo s'amuser un peu partout n'était pas une mauvaise chose. Au moins, après toutes ces années passées à travailler sans relâche, c'était une chance de pouvoir enfin souffler un peu. À l'atterrissage de l'avion, la foule à la sortie de l'aéroport était immense. Sébastien tenait fermement la main de Léo d'un côté et de l'autre, il a soudainement saisi la mienne. J'ai sursauté et levé les yeux vers lui. Il a légèrement détourné la tête, les oreilles un peu rouges, et a dit d'un ton neutre « Ne te méprends pas, c'est juste pour que tu ne te perdes pas. Qui aidera Léo avec son traitement sinon ?» J'ai cligné des yeux, me souvenant soudain de l'époque de l'université où j'étais une véritable catastrophe en orientation. Une fois lors d'un rendez-vous avec lui, je m'étais perdue. J'étais sortie par la porte A et lui par la porte C. J'étais à la porte A, il était à la porte C. Mon sac était avec lui, mon téléphone aussi, j'étais complètement injoignable. Sébastien, affolé, m'avait cherché partout dans le centre commercial. Quand il m'a enfin trouvée, j'étais tranquillement devant une pâtisserie souriant de toutes mes dents. « Chérie, tu peux payer pour moi, je n'ai pas d'argent sur moi. » Il en avait ri de dépit, mais sur le chemin du retour, il n'avait pas lâché ma main une seule seconde. Cette fois, ce sont 2 assistants de Sébastien, un homme et une femme, qui sont venus nous chercher à l'aéroport. En me voyant, ils ont semblé un peu surpris, mais ont vite retrouvé leur calme et se sont présentés poliment. Sébastien a même demandé à l'assistante d'ajouter mon numéro au cas où je n'arriverais pas à le joindre, je pourrais les appeler eux. Après une période d'adaptation, Léo a été inscrit dans une école privée de Port-Royal. Son état s'était nettement amélioré. Ce n'était pas pour rien que je passais du temps chaque jour à l'emmener dehors, à le mettre en contact avec la nature, à lui faire découvrir de nouvelles choses. Sébastien passait très peu de temps avec son fils et c'était probablement la principale raison de l'autisme de Léo. Le petit garçon avait désespérément besoin de compagnie, mais ne pouvait pas avoir celle de son père. Léo était un enfant sage. Quand il allait à l'école, je me retrouvais avec plus de temps libre. Après réflexion, j'ai décidé d'aller voir Sébastien après son travail. Un verre de lait chaud à la main, j'ai frappé à la porte de son bureau. La porte s'est ouverte. Il sortait juste de la salle de bain, des gouttes d'eau perlant encore sur son torse et glissant le long de ses abdominaux bien dessinés. J'ai dégluti, involontairement, sentant mon visage chauffer. Mon regard a balayé son corps distraitement, mais a immédiatement croisé le regard profond et amusé de Sébastien.
J'ai vite détourné le visage, essayant de garder mon calme. Il avait juste en bas une serviette nouée autour de la taille, révélant la ligne nette de ses abdominaux et le V de ses hanches. Il semblait qu'au moindre pas, la serviette pourrait glisser. Sébastien s'est penché, se rapprochant de mon oreille et sa voix rauque et taquine. Alors, maîtresse Camille, ce que vous voyez vous plaît. J'ai hoché la tête, puis l'ai secoué aussitôt, ne sachant comment réagir. Sébastien a ri doucement, s'écartant pour me laisser entrer. J'ai poussé un soupir de soulagement, j'ai posé le verre de lait sur la table et un peu hésitante, j'ai expliqué mon intention. Pendant la journée, quand Léo est à l'école, je voudrais se trouver un travail. En pensant au montant sur la carte noire qu'il m'avait donnée, je me suis sentie un peu gênée. Il a hoché la tête d'une voix calme. Tu n'as pas besoin de me demander la permission, Camille. Tu peux faire tout ce que tu veux. La lumière jaune tamisée éclairait sa silhouette, si proche sa voix basse et pleine de sous-entendus, m'a fait reculer instinctivement. Mais mon pied a heurté le pied du canapé et j'ai perdu l'équilibre tombant en avant. Sébastien a réagi rapidement, me rattrapant fermement, mais il est tombé à la renverse. L'odeur de son gel douche m'a immédiatement enveloppée. Par réflexe, j'ai levé la tête et mes lèvres ont effleuré un endroit. Il a laissé échapper un léger gémissement, un son rauque vibrant dans sa gorge. Je me suis vite redressée et en réalisant la situation, mon visage est devenu écarlate. Je me suis levée précipitamment, mais à peine debout, j'ai remarqué que la serviette autour de sa taille avait glissé, ne cachant plus que l'essentiel. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir, puis j'ai ressenti un léger regret. Tu as assez vu. Sa voix a retenti grave et pleine de sous-entendus. J'ai sursauté, détourné le visage, baissant la tête comme une caille docile, n'osant plus bouger. Sébastien a tranquillement renoué sa serviette, puis s'est levé et s'est approché. D'une main appuyée contre le mur, il m'a emprisonné dans ses bras. L'instant d'après, il s'est penché, a doucement saisi ma nuque et m'a embrassé profondément. Le baiser était puissant et pressant, mes doigts se sont crispés, s'enfonçant dans la paume de ma main au point de presque percer la peau. Il a délicatement séparé mes doigts un par un, les entrelaçant avec les siens. Une chaleur intense m'a envahi jusqu'à ce que je ferme doucement les yeux, répondant activement à son baiser. Sébastien s'est arrêté un instant, puis le baiser est devenu encore plus passionné. Quand il s'est retiré, j'ai senti mes jambes flageoler, j'ai failli ne pas tenir debout. Il a ri doucement, sa voix grave et d'amusé. « Tu ne tiens plus sur tes jambes. » Sur ce, il m'a soulevé dans ses bras et m'a porté jusqu'à ma chambre. Me déposant sur le lit, Sébastien a tiré la couverture sur moi, puis est parti en silence. Avant de partir, il s'est penché et a déposé un léger baiser sur mon front, sa voix grave murmurant « Camille dort bien ». Je suis restée là à me tourner et me retourner pendant un long moment avant de pouvoir enfin m'endormir. Dors bien, Sébastien. Le lendemain matin, j'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise. Je commençais l'après-midi. Même, j'avais donc la matinée de libre. Allongée sur le canapé, je parcourais distraitement les réseaux sociaux quand je suis tombée sur une publication de Coralie, l'assistante de Sébastien. La photo avait été prise lors d'une réunion. Sur la table, devant tout le monde, il y avait des bouteilles d'eau minérale de luxe, mais devant lui, il y avait un thé au lait. La légende était simple: « Merci au patron pour cette faveur ». J'ai baissé les yeux, ouvert son profil et commencé à regarder ses publications récentes. Il s'avérait qu'elle était très active sur les réseaux ces derniers temps, photos d'elle assistant à un dîner avec Sébastien, photos prises dans sa Rolls-Royce en édition limitée et même des selfies où l'on pouvait apercevoir accidentellement sa main ou sa jambe dans le cadre. Mon cœur s'est serré. Je me connaissais au fond, je l'aimais toujours. En repensant à la nuit dernière, j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour saisir ma chance. Je suis donc allée dans la cuisine et j'ai préparé un repas de mes propres mains. Avant, quand nous étions ensemble, il ne m'avait jamais laissé cuisiner. Mais pendant les 7 années où j'ai vécu seule, j'ai appris à cuisiner, à prendre soin de moi. J'ai soigneusement emballé la boîte repas et l'ai apportée à son entreprise. Mais en arrivant devant la porte de son bureau, je me suis figée. À travers la vitre, j'ai vu Léo dormir profondément sur le canapé et Coralie le couvrir doucement d'une couverture. Sébastien se tenait juste à côté, lui parlant. Coralie souriait radieusement. La scène sous mes yeux ressemblait à une petite famille heureuse. Mon corps s'est soudainement raidi. J'ai baissé les yeux vers la boîte repas isotherme dans mes mains, ne comprenant plus ce que je faisais. C'est moi qui avais demandé la rupture cette année-là. Ce jour-là, Sébastien, les yeux rouges, m'avait dit d'une voix rauque « Celui qui trahit un amour sincère devra avaler 10 000 aiguillettes d'argent ». Aujourd'hui, en voyant cette scène, j'ai soudainement senti que ces paroles de l'époque étaient peut-être vraies. Cette année-là, même si j'avais été contrainte de rompre quand il m'avait demandé « Ne pouvons-nous pas ne pas rompre ?», j'avais quand même refusé cruellement. Et maintenant, qu'étais-je en train de faire ? Peut-être que la nuit dernière n'était qu'un moment d'égarement dans une atmosphère ambiguë. J'ai serré la boîte repas dans mes mains, puis l'ai jetée résolument dans la poubelle à côté et je suis partie. Je ne savais pas où aller. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était ma meilleure amie. « Ah ah, devine où je suis. Prépare-toi, tu me dois un repas. » Elle avait été mutée à Port-Royal. Je lui ai donné rendez-vous dans un nouveau bar qui venait d'ouvrir pour fêter le fait que nous pourrions désormais nous voir tous les jours. Vers la fin de la soirée, j'étais déjà bien éméchée, affalée sur la table. Levant les yeux d'un air rêveur, j'ai vu une grande silhouette en costume sombre s'approcher de nous à grands pas. J'ai murmuré à mon ami « C'est ton mari qui vient te chercher ».
Elle m'a jeté un regard, puis a levé les yeux au ciel. C'est ton mari à toi. J'ai secoué la tête. Non, c'est le tien. Elle a insisté, articulant chaque mot. C'est Sébastien. C'est vraiment ton mari. Je me suis souvenue de la scène de l'après-midi, mes émotions en désordre. J'ai secoué la tête et j'ai ri. Je ne veux pas d'un homme divorcé. Que celles qui en veulent le prennent. Sébastien s'est arrêté net. Il a retiré son manteau, l'a délicatement posé sur mes épaules, puis m'a soulevée dans ses bras comme une princesse. Mon ami a juste fait claquer sa langue, mais s'est rapidement avancé pour lui ouvrir la portière de la voiture. Il m'a installée sur le siège passager. Elle lui a dit à voix basse « Elle est vraiment mal aujourd'hui ». La main de Sébastien s'est arrêtée un instant, puis il a répondu d'un simple « En rentrant, il m'a sorti de la voiture. Je regardais d'un air rêveur la ligne nette de sa mâchoire, son visage si proche du mien. Je me suis débattue un peu en murmurant « Je ne veux pas d'un homme divorcé ». Il s'est soudainement arrêté, son regard s'assombrissant. « Je n'ai jamais été mariée ». Puis il s'est penché, sa voix grave murmurant à mon oreille « Et de plus Camille, tu m'as déjà abandonné une fois. Tu ne peux pas recommencer ». À ce moment-là, la voix fluette de Léo a retenti derrière nous, faible. « Maman, si tu n'as pas besoin de papa, est-ce que tu peux avoir besoin de moi ?» J'ai répondu par réflexe dans un état second « Bien sûr que j'ai besoin de toi. Maman t'aime plus que tout Léo. » En entendant cela, le regard de Sébastien s'est assombri, il semblait grincer des dents. Un acheté, un offert. Si tu veux mon fils, tu dois me prendre aussi. J'ai marmonné dans un souffle d'alcool. Un fruit cueilli de force n'est jamais doux. Il a fermé la porte de la chambre, s'est penché, m'a soulevé et m'a déposé sur le lit murmurant « Douce ou pas, il faut goûter pour savoir ». Sur ce, il s'est penché et m'a embrassé. Bien plus tard, il a déposé un léger baiser au coin de mon œil et a souri. Même cueilli de force, ce fruit est toujours aussi doux. Puis il a tiré la couverture sur moi et est parti. Le lendemain matin, quand je suis descendue, Sébastien était assis à la table du petit déjeuner, un magazine financier à la main. Léo était assis en face, mangeant son petit déjeuner en balançant ses petites jambes. En me voyant descendre, le garçon s'est immédiatement exclamé « Maman, je t'ai gardé des fraises ». J'ai souri. « Merci mon trésor, maman t'aime plus que tout ». À côté, Sébastien a légèrement froncé les sourcils et a appelé le chauffeur pour emmener Léo à l'école. Une fois le garçon parti, je venais de m'asseoir quand il a soudainement dit « Je t'ai aussi gardé des fraises ». J'ai été surprise un instant, puis je me suis immédiatement souvenue de la nuit précédente, mes joues rougissant involontairement. Mais en voyant son visage impassible, j'ai simplement hoché la tête. « Merci ». Il n'a rien ajouté, s'est levé pour partir. Mais en arrivant à la porte, il s'est arrêté et a demandé à voix basse « Camille, est-ce que tu m'apportes encore à manger ce midi ?» J'ai été surprise à un instant, puis j'ai instinctivement reculé un peu pour mettre de la distance entre nous. J'ai secoué la tête, ma voix calme mais ferme. « Non, Sébastien, entre nous, ce n'est qu'un contrat, n'est-ce pas ? Une fois que l'état de Léo se sera amélioré, je partirai. » En repensant à la nuit dernière, j'avais décidé que je devais clarifier les choses avec lui. Dans cette relation, je ne voulais pas sombrer dans un amour à sens unique sans espoir. De plus, j'avais trouvé un nouveau travail. Sébastien m'a regardé fixement pendant un long moment, puis a éclaté d'un rire autodérisoire avant de se retourner et de partir. Une douleur aiguë dans ma poitrine, comme si quelqu'un la serrait, a rendu l'air autour de moi étouffant. J'ai tourné la tête inconsciemment vers la table basse où se trouvait encore la boîte repas isotherme que j'avais envoyée à son bureau la veille. En l'ouvrant, j'ai vu qu'elle était si propre qu'il ne restait plus un seul grain de riz. J'ai pris mon téléphone, ouvert le profil de Coralie et fait défiler jusqu'à sa dernière publication une photo prise dans un restaurant chic avec la légende « Merci au patron pour l'invitation à déjeuner ». Mais s'il était sorti manger, pourquoi la boîte que j'avais préparée avait-elle été mangée jusqu'à la dernière miette ? J'ai été surprise, comme si je venais de comprendre quelque chose. Après avoir quitté la maison, Sébastien, se remémorant mes paroles du matin, ressentait une douleur au cœur qu'il ne pouvait apaiser. Il avait peur de rentrer chez lui, peur que la situation d'il y a 7 ans ne se répète. C'est alors qu'un de ses meilleurs amis l'a invité à boire un verre. Après un moment d'hésitation, il a décidé d'y aller. Mais il ne s'attendait pas à ce que Coralie soit également là dans le salon privé. Il a froncé les sourcils, voulant instinctivement la chasser, mais comme ce n'était pas lui qui l'avait invitée, il ne pouvait pas le dire. En passant près de lui, elle a délibérément incliné légèrement son verre. Sébastien a nonchalamment tendu la main pour retenir le fond du verre. Ce genre de petite manigance, il les voyait venir d'un simple coup d'œil. Il s'apprêtait à lui lancer une remarque sarcastique pour lui dire de ne pas perdre son temps, quand soudain la porte du salon s'est ouverte brusquement. Une femme est entrée en trombe. C'était la meilleure amie de Camille. Debout au milieu de la pièce, elle a ri froidement. « Monsieur le PDG, Sébastien, vous avez bien de la chance. Une à la maison et une autre à l'extérieur. Quand vous étiez avec Camille, je ne vous avais jamais vu aussi volage. En faisant ça, avez-vous pensé une seule seconde à ce que Camille pourrait ressentir ?» Sébastien a ouvert la bouche pour s'expliquer, mais s'est souvenu des paroles de Camille ce matin-là et a juste ri avec autodérision. C'est elle qui ne veut pas de moi en premier lieu. Les autres personnes dans la pièce, sentant la tension, se sont discrètement éclipsées, ne laissant que lui et la meilleure amie de Camille. Elle vous a quitté parce qu'elle était malade. Ces mots ont frappé Sébastien comme un coup de foudre. Il a relevé la tête, son regard fixé sur elle.
Qu'est-ce que vous dites? Les yeux de son amie étaient déjà rouges. Je dis qu'elle vous a quitté parce qu'elle est stérile. Cette année-là, lors de sa visite médicale pour son stage, votre mère a récupéré ses résultats. Elle est allée trouver Camille et l'a forcée à vous quitter. Elle l'a traité de poule qui ne sait pas pondre, l'insultant en pleine rue, lui disant de ne pas gâcher votre vie parce que vous aimez les enfants, parce que votre famille a besoin d'un héritier, qu'il n'accepterait jamais une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Votre mère s'est agenouillée devant elle pour la supplier de vous laisser partir. Sébastien a écarquillé les yeux, le contour de ses yeux devenant rouge, une larme a soudainement coulé. Je ne savais pas que ces mots seraient comme un couteau aiguisé planté droit dans son cœur. Son corps entier s'est mis à trembler. Merci de me l'avoir dit. Ce qui vient de se passer n'était qu'un malentendu. Je vais la licencier immédiatement. Sur ce, il s'est levé à quitter la pièce et est sorti à grands pas. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble. Il a levé les yeux vers la lumière chaude et jaune de l'appartement à l'étage supérieur, mais n'a pas osé entrer. Il ne savait pas que Camille était stérile. Mais même s'il l'avait su, il s'en serait moqué. Il s'est souvenu d'une fois où il se promenait et avait vu une famille de 3 personnes riant devant eux. Camille aimait beaucoup les enfants. Une fois, elle lui avait demandé s'il les aimait. Il avait hoché la tête, lui avait pris la main et lui avait dit que s'ils avaient un enfant, un jour il s'appellerait Léo. Sa main s'était légèrement crispée et elle était restée silencieuse. Il savait que sa mère avait grandi dans une petite ville, qu'elle avait toujours favorisé son frère, qu'elle avait dû se battre pour sa place dans la famille depuis son plus jeune âge, qu'elle avait dû endurer des mots cruels et des réprimandes. Pour une jeune fille comme Camille, c'était une humiliation insupportable. Mais elle était la personne qu'il chérissait le plus, celle qu'il portait dans son cœur. S'ils ne s'étaient pas séparés pendant ces 7 années, ils se seraient probablement mariés depuis longtemps. Il s'est assis dans la voiture, a fermé les yeux, laissant les larmes couler, puis a finalement enfoui son visage dans ses mains, son corps secoué par la douleur. Je ne sais combien de temps s'est écoulé avant qu'on ne frappe à la vitre de la voiture. De mon étage, j'avais vu la voiture familière en bas, mais comme Sébastien ne montait pas, je suis descendue. Je ne m'attendais pas à voir ses yeux rougis lorsque la vitre s'est abaissée. J'ai été surprise, mon cœur s'est soudainement serré de douleur. Qu'est-ce qui ne va pas? Sébastien a ouvert la portière et m'a serré fort dans ses bras. Je te demande pardon au nom de ma mère. Je vais régler cette affaire. Camille, peu m'importe que tu puisses avoir des enfants ou non. Si je dis que j'aime les enfants, c'est parce que ce seraient les tiens. Si ce n'est pas toi qui les mets au monde, alors cet enfant n'a aucune signification pour moi. Je suis désolée, je ne savais pas que tu avais tant souffert. Son grand corps tremblait. J'ai compris la raison de son trouble émotionnel et j'ai hoché doucement la tête. Ce n'est rien, Sébastien. Il a posé ses 2 mains sur mes épaules, son regard presque suppliant. Camille, cette fois, ne m'abandonne plus. Je me suis souvenue de ce jour, le jour où nous avons rompu. Ce jour-là, le jeune homme fier tenait encore dans sa main le petit gâteau qu'il m'avait acheté. En entendant mes mots, Sébastien s'est resté abasourdi, un long moment sa voix tremblante en demandant « Pourquoi ?» J'ai gardé un visage impassible, ne laissant transparaître aucune trace d'attachement dans mes yeux. J'ai juste froncé les sourcils et dit « Je ne t'aime plus ». En fait, ai-je continué, je me suis mise avec toi seulement parce que tu étais riche et beau. Je ne t'ai jamais aimé et je n'ai jamais imaginé un avenir avec toi. Maintenant, je m'ennuie. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage de dire des mots aussi cruels. Je me souviens juste qu'après avoir parlé, les yeux de Sébastien sont devenus rouges de colère. Il m'a regardé fixement et a demandé « Pourquoi tu t'ennuies, Camille, tu mens ?» Je n'ai pas répondu, mais mon cœur était en miettes. Il a ri amèrement, les yeux brûlants. « Camille, veux-tu que je m'arrache le cœur pour te le montrer? Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Dis-moi quelle est la vraie raison. Si tu ne peux pas le dire, je ne te lâcherai pas. Pourquoi ? Pourquoi veux-tu rompre soudainement? Ai-je fait quelque chose de mal? Je peux me corriger. Dis-le-moi, je changerai tout, d'accord. Debout à côté du canapé, je n'ai finalement pas pu me retenir et j'ai baissé la tête en pleurant. Peu importe ce qu'il disait, je ne répondais pas. Le silence a duré longtemps. Finalement, il a demandé « Ne peut-on pas rompre ?» L'appartement était si silencieux qu'on n'entendait que nos respirations. Lui qui venait d'être quitté, les yeux rouges, les poings serrés, me fixait. Faut-il vraiment que tu dises ces mots, que tu piétines notre amour comme ça? D'accord. Alors faisons comme si nous n'avions jamais commencé. J'ai répondu à voix basse, d'accord. Il a hoché la tête, un rire froid sur les lèvres. Camille, celui qui trahit un amour sincère, devra avaler 10 000 aiguilles. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai ri avec dédain. Alors je te souhaite d'être seule toute ta vie. Il a ri amèrement en retour. Alors je te souhaite aussi d'être seule toute ta vie. Après cela, nous sommes retournés chacun dans notre chambre. Le lendemain, quand je suis partie, il y avait un mot sur la table basse avec son écriture familière. Camille, laisse tomber. Je ne veux pas que tu sois seule toute ta vie. Quand on est jeune, on est trop naïf et on ne peut pas lutter contre le destin. À l'époque, j'étais trop faible, si faible que je n'avais pas le courage de rester aux côtés de Sébastien. Après tout ce qui s'est passé, je ne ressens maintenant que des regrets. Des regrets pour ces 7 plus belles années de notre vie qui n'ont pu se terminer que par un malentendu. Mes 7 ans ont passé et j'ai appris à affronter mes problèmes. Je l'ai regardé et j'ai dit lentement « Sébastien, l'histoire entre toi et Coralie. »
Avant que je puisse finir ma phrase, il m'a rapidement interrompu. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est qu'une assistante. Ce jour-là, nous ne parlions que de travail. Quand j'ai compris ses intentions, je l'ai licenciée sur le champ. Camille, je n'aime que toi. J'ai hoché la tête et j'ai souri légèrement. Alors rentrons à la maison. Je ne lui ai pas dit que juste après avoir prononcé ces mots cet après-midi-là, j'avais déjà beaucoup regretté. Plus tard, probablement par peur, Coralie m'avait envoyé une série de messages pour me dire en gros que toutes les photos qu'elle avait postées étaient des mises en scène. Elle me suppliait de ne pas laisser Sébastien ruiner sa carrière. Elle avait vraiment eu ses propres calculs, elle avait pensé à me forcer à partir pour avoir sa chance, mais ce n'est que maintenant qu'elle comprenait à quel point Sébastien pouvait être redoutable. Ce soir-là, j'avais l'intention d'attendre son retour pour lui parler de ma maladie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le sache déjà. Il s'est figé un peu abasourdi, comme s'il attendait quelque chose. J'ai ri et sur la pointe des pieds, j'ai déposé un léger baiser sur ses lèvres. Même le petit Léo a remarqué le changement entre Sébastien et moi, mais cela semblait le rassurer. Avant de dormir, il s'est accroché à ma jambe, levant ses yeux brillants et clairs pour demander « Maman, est-ce que tu peux dormir avec moi ce soir ?» Juste à ce moment-là, Sébastien est sorti de la salle de bain vêtu d'un fin peignoir de soie. Il a ri froidement et a répondu lentement « Non, ce n'est pas possible parce que la femme de papa doit dormir avec papa. » J'ai regardé Léo pincer les lèvres, les yeux pleins de ressentiment. « Papa, tu es un menteur. Avant, tu avais clairement dit que si maîtresse Camille devenait ma maman, elle pourrait dormir avec moi comme la maman de Martin dort avec lui. » J'ai cligné des yeux surprise tandis que les oreilles de Sébastien devenaient rouges. Léo, de plus en plus en colère, parlait beaucoup plus que d'habitude. Ni Sébastien ni moi ne l'avons interrompu, mais à son air, il semblait vraiment très fâché. D'après ses paroles, j'ai compris que pendant ces 7 années, Sébastien n'avait cessé de lui parler de moi. Le jour de mon rendez-vous arrangé, il avait même dit au petit de ne pas laisser mon cavalier me servir à manger. Pas étonnant que son regard ait été si prudent ce jour-là. J'étais à la fois étonnée par les calculs de Sébastien et remplie d'une douce chaleur. Finalement, Léo a été attrapé par le col par Sébastien et ramené dans sa chambre. Quand il est revenu, ses oreilles étaient toujours rouges, son regard sur moi était complexe. Il m'a pris la main et m'a entraîné dans sa chambre. La pièce avait une décoration minimaliste dominée par le noir. Dans la lumière tamisée, il a esquissé un sourire, sa voix rauque et grave « Tu dors ici ce soir ». Puis il s'est retourné pour partir, disant qu'il allait chercher quelques affaires. Après son départ, j'ai regardé la pièce en rougissant. Soudain, mon regard s'est posé sur une photo de nous deux sur la table de chevet. À côté, il y avait un flacon de médicaments pour traiter la dépression. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert le tiroir en dessous. À l'intérieur, il y avait des flacons identiques, soigneusement rangés, ainsi qu'un carnet médical. C'était son dossier complet de traitement pour la dépression au cours des 7 dernières années. Au début, il souffrait d'hallucinations, s'imaginant toujours que j'étais à ses côtés. Puis il a souffert d'insomnie chronique et a même eu des tendances autodestructrices. Il s'est avéré que pendant ces 7 années de séparation, aucun de nous n'avait bien vécu. C'est à ce moment-là que Sébastien est revenu, tenant mon oreiller et un coussin en forme de carotte. Il s'est figé en me voyant tenir le flacon de médicament, ses yeux s'assombrissant. J'ai levé les yeux vers lui, ma voix tremblante. « C'est quoi ce médicament ?» Il m'a regardé fixement, sa voix grave. « C'est juste un médicament pour le rhume. » J'ai ri, mais les larmes coulaient sur mes joues. « Tu mens. C'est clairement un antidépresseur. » Il n'a rien dit, il m'a juste serré fort dans ses bras en murmurant « C'est bon maintenant, tu es à mes côtés, c'est tout ce qui compte. » Puis il a ri d'un ton un peu taquin. « Comment sais-tu que c'est un antidépresseur ?» J'ai resserré mes bras autour de sa taille sans rien dire. Il m'a serré encore plus fort. Nous étions mariés, mais nous n'avions pas encore organisé la cérémonie. Le mariage a été fixé pour le mois suivant. La robe de mariée et les alliances étaient des choses que Sébastien avait préparées depuis longtemps. Les détails de la cérémonie ont été confiés à une agence professionnelle. Nous n'avions qu'à faire les photos de mariage nous-mêmes. Après la séance photo, il a garé la voiture devant un supermarché, m'a dit d'attendre un instant et est entré. Pendant que je l'attendais, j'ai rencontré par hasard un de ses meilleurs amis de l'université, qui était aussi son colocataire. Il s'est approché sans aucune surprise en me voyant et m'a directement appelée belle-sœur, puis a demandé si Sébastien était à l'intérieur. J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander « Comment savez-vous que nous nous sommes remis ensemble ?» L'ami a haussé les sourcils, a sorti son téléphone et me l'a tendu « Belle-sœur, laissez-moi vous montrer quelque chose. » Curieuse, j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» À peine avais-je parlé que mes yeux se sont fixés sur l'écran du téléphone. C'était le profil de Sébastien. L'ami a fait défiler en expliquant. Ça, c'est le soir de la remise des diplômes il y a 7 ans. Sébastien avait préparé sa demande en mariage. Mais ce jour-là, quand nous sommes allés voir votre colocataire, nous avons appris que vous étiez parti pour la capitale. Il a bu seul toute la nuit dans son salon privé. Et ça, c'est récemment. Depuis qu'il vous a retrouvé, il a commencé à faire le paon, à mettre à jour son profil tous les jours. J'ai regardé, la plupart des publications étaient récentes, des photos de lui en train de cuisiner, de réparer une ampoule, de s'occuper de Léo et même des moments où il travaillait. Chaque publication était unique. Quiconque regardait son profil pouvait voir clairement un homme riche, beau et polyvalent. En me souvenant des publications précédentes de Sébastien, je suis restée figée.
L'ami a fait défiler jusqu'à la publication la plus récente et a tenu le téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait une photo de moi endormie dans les bras de Sébastien sur le canapé en cuir noir. Je ne savais même pas quand il l'avait prise. Sur la photo, son regard sur moi était si tendre que mon cœur a chaviré. La légende ne contenait que 3 mots et ça continue. Cet ami connu pour être un grand taquin a continué de faire défiler jusqu'à la toute première publication. Au cours des 7 dernières années depuis mon départ, il n'avait rien publié d'autre. Très vite, la première publication est apparue. C'était une photo prise le jour où nous avons commencé à sortir ensemble. Mais cette photo datait d'avant même que Sébastien et moi nous connaissions. Sur la photo, je me tenais devant la bibliothèque vêtue d'un pull en laine blanc cassé, tenant des documents d'une main et un parapluie de l'autre. Lui sortait de la supérette voisine un sac en plastique blanc à la main contenant une paire de sandales pour femme. En voyant cette photo, mon visage a légèrement changé de couleur. Je me suis tournée vers lui et j'ai demandé « Quand as-tu pris cette photo ?» Il a discrètement éteint l'écran du téléphone de son ami, s'est penché pour m'aider à s'enlever mes talons. Oh, sa voix grave, la première fois que je t'ai vu. L'ami a ri sans vergogne, a rangé son téléphone dans sa poche et a plaisanté. Belle sœur, il est tombé amoureux de vous à ce moment-là. Plus tard, quand il a su qui vous étiez, il a souvent trouvé des prétextes pour venir vous voir. Je me suis souvenue de cette période. C'est vrai que je rencontrais très souvent Sébastien par hasard. À l'époque, je pensais que c'était une coïncidence, je ne me doutais pas que c'était un plan bien orchestré. En pensant à la période où je suis tombée amoureuse de lui, où j'ai rassemblé tout mon courage pour le séduire alors qu'il faisait semblant d'être indifférent, mais que ses oreilles étaient si rouges qu'elles allaient saigner. À l'époque, j'étais si fière, je trouvais même sa timidité adorable. Je ne me doutais pas que le chasseur le plus habile se cache toujours sous l'apparence de la proie. Si tu ne dis rien, personne ne pensera que tu es muet. Sébastien a grincé des dents, sa voix un peu agacée. L'ami a fait la moue, a pris ses clés de voiture et est parti fièrement. Avant de partir, il a encore lancé une pique, ce vieux renard. Puis il s'est penché vers moi et a murmuré « Belle sœur, si vous voulez connaître d'autres histoires intéressantes, regardez dans le tiroir de son bureau. » Mais en croisant le regard glacial de Sébastien, il a immédiatement rentré la tête et est parti en trombe. J'ai levé la tête, un sourire malicieux aux lèvres en le regardant. Les oreilles de Sébastien étaient un peu rouges, mais il m'a pris la main et l'a serré fort. Le crépuscule filtrait à travers les feuilles nous éclairant. De temps en temps, quelques cyclistes passaient en trombe. Derrière la supérette, une douce musique continuait de jouer. Nos mains entrelacées, nous sommes rentrés à la maison. En entrant, la première chose qu'il a faite a été de prendre mon visage entre ses mains et de m'embrasser. Dehors, par la baie vitrée, des feux d'artifice éclataient dans le ciel nocturne aussi intense que l'amour qui brûlait dans son cœur. J'ai passé mes bras autour de son cou et j'ai doucement répondu à son baiser. Jusqu'à 3 heures du matin, alors que la personne à côté de moi dormait profondément, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Me souvenant des paroles de son ami, j'ai doucement retiré le bras qui m'entourait et je me suis glissée dans son bureau. En ouvrant le tiroir, je suis restée stupéfaite. À l'intérieur, il y avait une pile de billets d'avion, tous avec la même destination de Port-Royal à la capitale. J'avais toujours pensé que pendant notre séparation, nous ne nous étions jamais revus, mais il s'est avéré qu'il était venu me voir en secret de très nombreuses fois. La première fois que Sébastien a vu Camille, c'était un après-midi d'automne pluvieux. Ce jour-là, après avoir terminé des recherches sur son projet de start-up avec quelques amis, il a décidé de passer par la bibliothèque. Devant l'entrée, il a vu une belle jeune femme qui se tenait là. Sous la lumière jaune et tamisée, elle attendait sagement, semblant attendre quelqu'un. Ses longs cheveux lâchés, son visage délicat et doux captivaient les regards. Peut-être parce qu'elle a senti son regard sur elle, la jeune femme a doucement levé la tête, son regard pur et innocent croisant le sien à travers la pluie. Il a été surpris un instant, sentant une chaleur se répandre dans son cœur. Ce n'est que lorsque son ami est sorti en courant, s'est glissé sous le parapluie et est parti avec elle qu'il a détourné les yeux. De retour à la résidence universitaire, l'image de la jeune femme hantait encore ses pensées. C'est alors qu'un de ses colocataires, assis devant son ordinateur, s'est écrié « Le crapaud qui veut manger la chair du cygne ». Il s'est penché pour regarder l'écran. C'était une photo de la jeune femme harcelée par un étudiant plein aux as couvert de marques de luxe. Son cœur s'est serré involontairement. Il n'a pas pu s'empêcher de demander, elle a accepté. Son amie a ri avec mépris. Comment le pourrait-elle ? Ce type est un nouveau riche connu pour semer le trouble dans toute l'école, personne ne le prend au sérieux. Après une pause, il s'est tourné vers lui, l'air perplexe. Et depuis quand t'intéresses-tu à ce genre de choses ? Il est resté silencieux, un sentiment de soulagement inexplicable l'envahissant. Par la suite, il est souvent apparu dans son entourage. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'après seulement quelques rencontres, elle choisisse de s'asseoir à côté de lui. Ce jour-là, alors qu'il jouait au basket, elle était assise dans un coin le suivant du regard, le visage rouge lui tendant une bouteille d'eau, d'une main tremblante, comme si elle avait dû rassembler tout son courage pour le faire. Dans ses yeux brillants, il n'y avait que son reflet. Il a soudainement réalisé quelque chose, son cœur battant la chamade. Puis vint le jour où Camille a rompu. Ses paroles étaient si cruelles. Ses lèvres tremblaient, il a failli fondre en larmes. L'espace est devenu silencieux. Il a essayé de contenir ses émotions, à baisser la voix et à demander « Ne peut-on pas ne pas rompre ?»
Mais elle est restée silencieuse, l'obscurité engloutissant tout. En l'entendant rompre, il n'a répondu qu'un simple « d'accord ». Il pensait qu'il ne pouvait pas l'emprisonner à ses côtés au nom de l'amour, même si à cet instant, une pensée égoïste lui a traversé l'esprit que Camille l'aime encore ou non, tant qu'elle était à ses côtés, c'était suffisant. Mais il l'a laissée partir, elle avait le droit de choisir. 3 mois après leur rupture, il a gardé l'habitude de lui réserver une place en cours. La voyant assise là, ne voulant pas partir, il a couru à l'épicerie pour acheter des serviettes hygiéniques et a demandé à son colocataire de les lui donner. Il n'a pas laissé son ami dire que c'était de sa part. C'était le dernier vestige de sa fierté. Le soir de la remise des diplômes, il avait décidé de la demander en mariage. Tout était préparé avec soin, mais ses mains étaient moites de nervosité. Il avait pensé qu'elle pourrait refuser, mais il n'avait jamais imaginé dans quelles circonstances ils se reverraient après l'université. Il avait espéré qu'ils se remettraient ensemble, qu'ils se marieraient. La seule chose à laquelle il n'avait jamais pensé, c'est que sa colocataire lui dirait qu'elle avait pris un vol de nuit pour la capitale. Dès lors, dans la pièce vide, il ne pouvait qu'imaginer qu'elle était toujours là. Dans son esprit, elle était toujours blottie dans ses bras, lui reprochant de trop la mordre. Un certain temps après, en rentrant du travail, il a eu une hallucination d'elle. Elle était là, en jupe courte, les mains sur les hanches, se disputant avec lui reprochant d'être trop autoritaire. Mais il a juste secoué la tête refusant, parce que ses jambes étaient trop belles, trop attirantes. Il n'aimait pas le regard d'un autre homme sur elle. Cette nuit-là, il l'a serrée fort dans ses rêves, refusant de la lâcher. En racontant cela à son meilleur ami, celui-ci a juste soupiré et l'a traîné chez un psychologue. À ce moment-là, il a pensé « c'est fini. Avec une maladie comme ça, je suis encore moins digne de Camille ». Finalement, ne supportant plus le manque, il a pris des vols continus pour la capitale pour la suivre de loin. Il a vu qu'à la capitale, elle perdait peu à peu de sa superbe mais restait d'une beauté déchirante. Puis en apprenant que sa mère avait eu un accident, il n'a pas réfléchi et est immédiatement retourné dans leur petite ville natale. Il a vu Camille à un rendez-vous arrangé. Au début, il s'est estimé heureux, pensant qu'au cours de ces 7 années, elle n'avait aimé personne d'autre. Mais en la voyant de ses propres yeux assise en face d'un autre homme, il n'a pas pu s'empêcher de ressentir une amertume et une jalousie intense monter en lui. Il n'a pu que faire semblant d'être calme. Mais il ne saurait jamais qu'au moment même de leur retrouvaille, son cœur l'avait reconnu avant même sa raison. Quand il a su que sa mère était allée voir Camille et l'avait insulté, ses yeux sont devenus rouges. Il n'aurait jamais imaginé que la femme qu'il chérissait avait été humiliée de la sorte. Ses mots étaient comme un couteau aiguisé, planté droit dans son cœur. Il s'est accroupi, s'est pris la tête entre les mains, tout son corps tremblant. Il a même pensé que, peut-être, il n'aurait plus jamais le droit de faire face à Camille. Il est rentré et a coupé toute aide financière à sa mère qu'il lui versait depuis des années. Il a même refusé de payer les dettes de jeu de plusieurs centaines de milliers de francs qu'elle venait de contracter. Sa mère derrière lui l'insultait avec colère. « Juste pour une femme comme ça, tu traites ta propre mère de cette façon, je suis ta mère. » Ses doigts tremblaient légèrement sa voix rauque. « Vous devriez vous estimer heureuse d'être ma mère, sinon je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. » Sur ce, il a immédiatement fait en sorte que sa mère soit emmenée chez son jeune frère, celui qu'elle avait toujours favorisé. Cette fois, avec son intervention, son frère n'a pas osé protester. Il n'a pu que l'insulter avec colère, mais a quand même docilement accueilli sa mère. De retour à Port-Royal, il se tenait sous l'immeuble regardant la lumière chaude et jaune qui filtrait par la fenêtre. Soudain, il a hésité, n'osant pas monter. Ce n'est que lorsque Camille est descendue qu'il s'est précipité pour la serrer dans ses bras. Heureusement, ils étaient toujours ensemble. Le seul regret, c'est qu'ils s'étaient manqués pendant 7 longues années. Mais heureusement, 7 ans plus tard, ils pouvaient encore continuer ensemble, laissant l'amour déferler et les submerger pour une vie entière.